Bonsoir Hervé. Donc bonsoir. Vous avez vécu plusieurs expériences courtes mais très intéressantes, n'est-ce pas? Et on va commencer avec celle qui vous est arrivée lorsque vous étiez en CM1 ou CM2, donc peut-être 10-11 ans, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Nous étions donc en cours de récréation à l'école et nous avions inventé un nouveau jeu qui nous semblait très amusant. Et nous nous reposions là-dessus sur un petit garçon de la classe qui était très costaud, très grand, puissant, gros mais puissant. Et on avait inventé ce qu'on appelait le train. Et donc, c'était comme une chaîne humaine. Nous avions donc ce garçon qui était plus grand et plus costaud que nous, qui faisait en quelque sorte la locomotive, on va dire ça comme ça. Et nous nous tenions main par la main, main dans la main, les uns derrière les autres. Nous faisions peut-être une file d'attente, une file qui faisait peut-être 5 ou 6 gamins, pas plus quand même, hein, pas plus quand même. Et donc, le leader, ce petit garçon très puissant, nous entraînait dans la cour de récré. On courait donc, il nous tirait, et il était vraiment suffisamment fort pour qu'on soit obligé de le suivre. Et d'un seul coup, il créait des virages soudains et il faisait donc un effet qu'on peut appeler un effet de force centrifuge en quelque sorte, ou un effet de fronde, on va plutôt dire un effet de fronde. Et nous nous amusions beaucoup parce que c'était des sensations un peu violentes et qui reposaient sur la solidarité entre chacun, c'est-à-dire se tenir vraiment fermement pour ne pas lâcher prise. Jusque-là, tout allait très bien. Et puis un jour, j'ai voulu me mettre à la queue, j'ai voulu être le dernier parce que je voulais bénéficier en quelque sorte de l'effet levier maximal pour avoir vraiment une sensation forte. Et donc, ce gamin nous a entraînés, comme d'habitude, et il a fait exceptionnellement, à mon avis, un virage beaucoup plus violent que d'habitude. Et j'ai vu que je ne pouvais plus tenir, la force s'est répercutée jusqu'à moi en bout de fil, et je n'ai pas pu continuer à tenir la main du petit garçon qui était l'avant-dernier, et je suis parti comme un boulet de canon en direction du mur d'enceinte de la cour de récréation. Je sentais même plus mes pieds, je ne savais même plus si j'étais toujours sur le sol. Boulet de canon, c'est vraiment l'expression idéale. Je fonçais droit sur le mur en étant totalement dans l'incapacité de retenir ce mouvement. Et donc, je me suis fracassé contre le mur de la cour de récré. Et ce qui est très curieux, c'est que je n'ai eu aucune douleur. Je me suis instantanément vu derrière mes propres épaules. Je me suis vu m'écraser comme un moucheron sur ce mur. Et instantanément après, j'étais, disons, à 3,50 m, 4 mètres de hauteur. Je pouvais me voir allongé au sol, la jambe repliée. Je revois encore ma blouse verte et rouge, car à l'époque, on avait des blouses à l'école primaire. Et ça va peut-être revenir d'ailleurs, ils en ont parlé. Et j'étais allongé par terre, la jambe repliée. Je ne pouvais absolument pas bouger. J'étais probablement donc assommé, tout simplement. Hein. Et je voyais les marronniers en fleurs. Et je voyais surtout tous les copains de la chaîne qui s'étaient arrêtés et qui couraient vers moi. Je les ai vus donc foncer sur moi, voyant que j'étais au sol. Et au moment précis où l'un d'entre eux m'a touché pour me relever par les aisselles, là, je suis redevenu totalement dans mon corps physique. J'avais une paire de lunettes qui pendait à une oreille, d'ailleurs, je me souviens très bien. Et la sensation, donc, s'est arrêtée aussi sec dès qu'on m'a touché. Ça aurait peut-être duré un peu plus longtemps autrement. Donc, merci beaucoup, Hervé. Et quand vous vous êtes retrouvé donc derrière vos épaules, comment avez-vous un souvenir du ressenti, de ce qui vous est passé par l'esprit? Alors, c'est très difficile de parler de ce moment-là, car ça a dû durer une demi-seconde. J'ai eu le sentiment de sortir de mon corps un tiers de seconde avant l'impact, en fait. Un peu comme si je voulais me protéger du choc, si vous voulez. Mais c'est très difficile de le dire. Une chose est sûre, je n'ai ressenti aucune douleur sur le mur. Instantanément après, j'étais par terre. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement,
Mais j'ai quand même, si j'essaie d'être logique ou un peu plus scientifique, on va dire, on dira que c'est probablement plutôt l'impact qui m'a expulsé de mon corps et non pas mon corps qui sort, et non pas ma conscience qui sort de mon corps avant. Ça serait quand même plus logique. Mais c'est le souvenir que j'en ai que je serais sorti avant. Et tout de suite après, quand votre camarade vous a touché, que vous avez réintégré votre corps physique, hein, est-ce que donc immédiatement la douleur était là? Est-ce que Alors non, curieusement, il n'y a pas eu de douleur. J'étais par contre dans une espèce de torpeur parce que j'avais été assommé, je pense, une torpeur qui était un peu proche du sommeil justement. C'est ça qui est étonnant. Je ne me serais jamais relevé tout seul aussi rapidement si on ne m'avait pas pris par les aisselles et pour me soulever de force. J'étais vraiment comme une espèce de douce léthargie. J'étais très bien allongé au sol en me voyant allongé en même temps. C'est un peu une simultanéité d'états de conscience différentes. J'étais très bien, ça m'allait très bien. Il suffisait simplement que je continue de dormir un petit peu en attendant d'être capable de récupérer mon énergie pour me remettre debout. Mais je n'ai jamais eu la moindre douleur, hein. C'est ça qui est étonnant. Tout de suite, vous vous êtes souvenu ou après, vous êtes souvenu de cette décorporation ou pas? Alors, c'est très curieux parce que je revois ça encore maintenant. À l'époque, curieusement, ça ne m'est pas apparu spécialement bizarre. J'ai vécu ça comme un événement presque naturel. Et comme beaucoup de gens qui témoignent sur votre site ou d'autres sites, j'ai mis ça dans un coin de ma mémoire. Je l'ai gardé intact. Mais pour autant, je ne me suis jamais dit à l'époque que j'étais vraiment sorti de mon corps. Mais je me souvenais de cette sensation, ces images, une mise en image étonnante, où j'étais effectivement non dans mon corps. Et surtout, je voyais les gens courir vers moi alors que je ne bougeais absolument pas. Et que j'avais probablement les yeux fermés d'ailleurs, hein, tellement j'avais été assommé. Mais sur le coup, c'est vrai, ça ne m'a pas étonné plus que ça. Je n'ai pas. Ce qui m'a surtout touché, par contre, c'est de voir qu'ils avaient tous arrêté le jeu pour moi et qu'ils s'étaient occupés de moi en arrêtant totalement de jouer. Et je crois pouvoir dire même que le jeu s'est arrêté à partir de là et qu'on n'a jamais recommencé ce jeu, car c'était un petit peu dangereux quand même. C'était sûrement plus prudent. Ensuite, il y a eu une expérience, une nuit, et c'est sans doute, je crois, l'expérience la plus puissante que vous ayez vécue. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, cette nuit avec ce visage? Oui, alors, il faut dire qu'après l'école primaire et après le lycée, j'ai eu quelques expériences lors du sommeil profond qui étaient un peu bizarres, un peu étonnantes, mais que beaucoup de gens ont, je suppose, ce sentiment par moment de flotter un peu, de ne plus pouvoir bouger au niveau du corps physique, mais d'avoir l'impression de se décoller comme une bulle de savon. Ça s'est mis en place petit à petit au fil de mon vieillissement. Et je me dis que peut-être c'est ça qui a favorisé ce moment très fort dont je vais parler maintenant. Une nuit donc qui n'avait rien de particulier. Je me suis endormi comme toujours parce que j'ai un bon sommeil de démarrage. Je me suis endormi. J'ai sombré dans une espèce de... Il n'y avait pas de rêve, c'était une sorte de néant tranquille, une somnolence profonde, on va dire. Et d'un seul coup, comme si j'ouvrais les yeux, j'avais cet homme d'une trentaine d'années, d'une quarantaine d'années, penché vers moi, un peu comme on est penché sur un malade, par exemple, imaginons. Ce visage était totalement lumineux, il me regardait très absorbé, très sérieux, presque consciencieusement, pas du tout menaçant, ce qui fait que, alors que j'avais peur au début de voir ce visage lumineux, j'ai tout arrêté au niveau de mes craintes et je me suis dit, restons calmes et tranquilles, il n'a pas l'air de vouloir te faire du mal. Et il semblait, cet homme jeune semblait me tirer par les bras, comme pour m'aider à sortir de mon corps, comme pour m'aider à flotter justement comme une bulle de savon. Il devait un peu comme réaliser que j'avais du mal à faire ce type de phénomène et il voulait m'aider. C'est l'impression que j'avais. Et ce qui était très étonnant, c'était la luminescence très forte qui émanait de son visage, comme s'il était, on va dire, un acteur de théâtre qui est
totalement couvert par des projecteurs extrêmement puissants qui sont braqués sur sa personne, alors que tout autour de lui, c'est une obscurité profonde. C'est exactement ce phénomène-là qu'il y avait. Et c'était donc très étonnant. Et malheureusement, peut-être parce que je manquais d'énergie pour maintenir cet état de conscience étonnant, ça s'est malheureusement estompé assez vite. Je suis parti, je m'en souviens, je suis parti dans une sorte de rêve où je rencontrais beaucoup de gens, mais c'était plus du tout cette ambiance de lucidité profonde. Ça redevenait une sorte de rêve, à tout casser, un rêve un peu lucide, mais sans plus. Le merveilleux avait disparu. Mais ça m'a frappé parce que toutes les nuits, j'ai espéré revoir cet être ou un autre être, et ça ne s'est jamais reproduit malheureusement. Et cet être, vous avez une idée de qui pouvait être cet être? Alors, c'est très étonnant aussi parce qu'effectivement, ce visage, si j'étais dessinateur, je pourrais presque le dessiner d'ailleurs, je dirais qu'il avait 35-40 ans, il avait une petite barbiche, alors que ce n'était pas du tout à la mode d'ailleurs, il avait une petite barbiche donc au bout du menton, il avait les yeux verts, et curieusement, ce visage m'était pas tout à fait inconnu. C'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et c'est sans doute pour ça que je n'ai pas eu peur complètement d'ailleurs. Je me suis dit, ce visage me dit vraiment quelque chose. Aurais-je déjà vu ce personnage, mais l'aurais-je oublié alors que j'aurais déjà eu ce type d'expérience, mais sans en garder la mémoire, peut-être, je ne sais pas. J'ai trouvé ça toujours étonnant. Je ne saurais jamais si c'était quelqu'un capable de maîtriser ce qu'on appelle les voyages astraux et qui se serait baladé chez moi par hasard, ou si c'était plutôt une espèce de guide, une conscience supérieure, je ne saurais jamais, puisque malheureusement, le phénomène ne s'est jamais reproduit. Donc, mais je suis toujours là, peut-être qu'un jour ça va revenir, je l'espère bien. Et vous aviez quel âge à peu près, vous pensez? Alors là, quand ça s'est produit, je devais avoir, ça devait être en 88-89, je devais avoir donc 32 ans. 32 ans, la trentaine, on va dire, la trentaine, une jeune trentaine. D'accord. Ouais. Et ce phénomène, pour vous, n'est pas un rêve? Non, parce que je suis passé directement, comme je le disais, le phénomène en médecine, on connaît assez ça dans certains états de maladie, ce qu'on appelle le phénomène on-off. Il n'y a pas eu de progression, ce n'est pas comme si j'avais rêvé, et puis d'un seul coup, au cours de ce rêve, un personnage se détache du groupe et se met à apparaître dans un état de couleur différent. Pas du tout, j'étais dans une sorte de sommeil, l'anéantissement du sommeil, avant que ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ne s'était pas déjà déclenché. J'étais dans une sorte de doux anéantissement, une somnolence profonde, et d'un seul coup, comme si on claquait des doigts, d'un seul coup, comme si j'ouvrais les yeux, il y avait cet être au-dessus de moi, dont on aurait presque pu dire qu'il était allongé en apesanteur face à moi, comme s'il n'était même pas assis sur le lit à proprement parler. Il semblait presque en apesanteur, éventuellement allongé aussi, si je puis dire, mais donc nous étions l'un contre l'autre. Mais lui devait être à 1 mètre de distance de moi, pas plus, puisqu'il pouvait me prendre les bras. Et c'était donc vraiment une expérience. J'aurais tellement voulu qu'elle dure un peu plus longtemps, et malheureusement, j'ai lu tant de livres ensuite sur les voyages astraux. Je pense que c'est des problèmes peut-être énergétiques. Je n'ai pas pu maintenir l'énergie de conscience me permettant de garder ce registre de conscience modifiée. Ça s'est tout de suite arrêté. Il semblerait que très vite, si on est dans ce qu'on appelle le monde astral, très vite on peut redescendre dans le rêve. C'est très dur de maintenir cet état de conscience lucide. Okay. Très bien. Voilà, donc ça, c'est une expérience pour moi très forte, car c'est bien la seule fois réellement que j'ai vu un être étranger, amical probablement, mais étranger, qui semblait vraiment dans ma chambre, ce qui fait quand même un effet assez étonnant. Mais j'ai tout de suite compris que j'étais dans un état de sommeil en même temps, que ce n'était pas le réel habituel, mais c'était vraiment comme un réel différent, mais un réel quand même.
Aviez-vous déjà votre petite barbiche à cette époque? Non, pas du tout, j'étais glabre. J'étais rasé de près. Oui, parce qu'on aurait pu dire, à la limite, vous avez raison, que c'était un peu mon propre visage modifié que je voyais. Ah non, il ne me ressemblait pas du tout, il avait les yeux verts, il faisait vraiment assez jeune quand même, mais moi-même je l'étais aussi à l'époque, mais ouais, il devait avoir 35 ans, pas plus, hein, 35 ans, pas plus. Des yeux très très clairs, verts mais très clairs. Et il me regardait vraiment d'une façon, oui, très consciencieuse, très absorbé, on va dire. Il était très absorbé, comme s'il avait une tâche à accomplir avec moi. Voilà. Il y avait des sentiments derrière ça? Pour vous? Non, j'avais pas le sentiment qui est le moindre sentiment où on dirait une sorte d'attachement affectueux. Pas du tout. On avait l'impression qu'il était là pour accomplir une mission et qu'il était complètement absorbé par ça. Il me regardait vraiment d'une façon pensive, très sérieuse, ni amicale, ni pas amicale. Il faisait son boulot, si je puis dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Très bien, merci beaucoup Hervé. Alors la troisième expérience dont on va parler s'est déroulée en 93, je crois, au décès de votre papa. Oui, alors on peut préciser pour donner le contexte, même si ça ne change rien au phénomène qui a suivi, que mon papa donc a attrapé la maladie de Parkinson et que la maladie de Parkinson, au bout d'un certain temps, qui peut être très long, mais au bout d'un certain temps quand même, crée de tels effets négatifs sur le corps et même sur le système automatique et régulateur, que vous finissez par en mourir. Il y a des problèmes respiratoires et des suffocations, tout ce qu'on appelle le système neurovégétatif se détraque. Donc mon papa est décédé dans une clinique, il ne pouvait presque plus respirer. Nous avons donc, comme toutes les familles, vécu ce décès à la fois dans l'acceptation, car nous savions bien que c'était ce qui allait arriver, hein. Dans les longues maladies, on n'est pas surpris du décès et de l'être aimé. Malheureusement, on sait que ça va arriver. Et donc, il est parti. Nous étions presque apaisés, à la limite, vu la souffrance morale qu'il ressentait d'ailleurs. Et quand, quelques jours après, alors que j'étais chez moi, on ne peut pas passer son temps à penser tout le temps à la personne qu'on aimait et qui a disparu. J'étais donc dans mon lit, je m'apprêtais à me coucher, et dans une douce somnolence, j'étais en train de répéter dans ma tête un morceau de piano, car je suis pianiste amateur, et je devais jouer devant mon prof peut-être le lendemain. Et je répétais, un peu anxieux, je répétais mon morceau de piano dans ma tête, en vérifiant que j'avais bien compris le rythme et la pulsation interne du morceau. C'est un morceau de Beethoven, je peux même le dire d'ailleurs. Et donc j'étais à la fois somnolent légèrement et à la fois totalement absorbé et lucide sur ce point précis. J'insiste là-dessus parce que je pense que les états de conscience modifiés requièrent à la fois un relâchement, un abandon, et en même temps garder un point de la conscience lucide et éveillé. Et là, c'était le cas. Et d'un seul coup, alors que je répétais ce morceau de piano dans ma tête, il y a comme eu une déchirure mentale dans mon cerveau, comme une sorte d'ombre chinoise. C'était pas du tout lumineux. C'était comme le profil en ombre chinoise de mon père. Et j'ai vu d'un seul coup, je ne peux à peine décrire car c'est presque pas visuel. Il s'est mis à sourire avec tendresse de voir que j'étais en train de répéter un morceau de piano dans ma tête et que donc j'arrivais quand même à m'alléger le cœur et quand même à penser à la vie qui continue en quelque sorte. C'était ça que je pense qui me faisait sourire, ainsi que le fait qu'il aimait beaucoup Beethoven, soit dit. Peut-être que ça joue aussi, hein. Et ça a été très étonnant, c'est un peu comme si ça crevait l'écran, si vous voulez. Ça a déchiré ma somnolence. J'ai vu ce visage en profil qui était dans une sorte de clair-obscur. Il a souri. Et puis, aussi vite qu'il a souri, il a eu l'air de dire « Bon, bah, je vois que ça va bien, je te laisse ». Il ne l'a pas dit, hein, mais il a disparu aussi sec qu'il était apparu, sitôt le sourire que j'ai pu voir sur son visage. Ça m'a beaucoup ému parce que j'ai vraiment vécu ça comme quelque chose de réel, qui semblait prouver que donc la vie continuait après la mort physique, mais surtout, il était content de voir que je ne pensais pas qu'à lui et que je continuais à vouloir vivre et mener ma vie de mon côté aussi.
c'est ça aussi qui m'a ému. Hein. Lors des séparations dues au décès d'une personne aimée, c'est vrai que beaucoup de gens qui ont vécu ces expériences disent que la personne décédée veut quand même continue ta vie, mène ta vie, continue, ne sois pas trop triste, je suis très bien là où je suis. Ne sois pas trop triste. Ça, c'est ma première expérience avec un signe qui me semble vraiment objectif et non pas subjectif, un signe de communication que je n'ai pas demandé moi-même, hein, puisque je ne pensais pas à mon père à ce moment-là. Je n'avais rien demandé, moi. C'est lui qui a fait une apparition. Très bien, très intéressant. Merci Hervé. Et ensuite, nous avons donc en 95, au décès de votre maman cette fois. Et oui, parce que ma maman, malheureusement, était malade elle aussi. Elle avait un myélome, un cancer de la moelle osseuse. Et l'effondrement psychologique de perdre son mari a précipité probablement sa fin. Et donc, elle est morte très peu de temps après lui. Les années ont passé, là. C'est quand même un peu différent. Je me suis senti coupable lors de son décès parce qu'on m'avait proposé, on était dans un centre de soins palliatifs, et on m'a proposé de rester toute la nuit avec elle, car sans doute le décès était très proche. Elle respirait très mal, elle avait un aspirateur pour enlever les mucosités de ses poumons. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Et j'avoue que je n'ai pas eu le courage de rester pour une durée indéterminée. On m'aurait dit ça va avoir lieu dans 30 minutes, 1 heure, c'est vraiment très proche. Je serais resté, mais là, rien n'était sûr parce que le corps n'est pas une machine. Le décès se prépare, mais ça peut prendre plus ou moins de temps, bien entendu. Et donc après, bon, les années ont passé. J'ai gardé ma culpabilité de ne pas avoir été totalement présent. Ma sœur, elle avait 2 enfants en bas âge. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses enfants. Elle était séparée de son mari, j'ai oublié de le dire. Et donc, elle était un peu coincée. Elle ne pouvait pas rester. Mais moi, je pouvais rester. J'étais seul à l'époque, je pouvais rester. Et cette culpabilité est restée assez longtemps dans ma tête, sans m'empêcher de vivre, bien entendu, mais quand même, de temps en temps, j'y repensais, je me dis quand même, t'aurais pu faire un effort, être présent jusqu'au bout, t'aurais pu quand même faire ça. Et alors donc, un peu le même phénomène que pour mon père a eu lieu, j'étais en train, que je ne dise pas de bêtises, oui, là c'est différent, là je m'étais endormi, et j'étais en train de faire un rêve dont je n'ai gardé aucun souvenir, mais c'était un rêve tout à fait normal, rien de dramatique, rien de gai non plus. Peut-être que j'étais en voyage, je rêvais que je me baladais quelque part. Il ne se passait rien de précis dans le rêve. Et d'un seul coup, comme pour mon père, il y a eu cette intrusion, comme si l'image du rêve se déchirait, un peu comme un rideau qu'on ouvre, si vous voulez, et une personne, un peu comme un acteur qui rentrerait sur scène alors qu'on n'a pas devant lui à rien demander. Le visage de ma mère est apparu d'un seul coup, un peu plus jeune qu'elle n'était quand elle est décédée d'ailleurs. Elle est apparue d'un seul coup, avec cet air de dire « enfin j'arrive à être en contact avec toi », un peu comme s'il y avait des problèmes de réception et d'émission, si vous voulez. Elle avait choisi le rêve pour être capable de… je pouvais donc recevoir un message de sa part. Et elle est donc apparue. Et alors, excusez-moi, j'ai une émotion. Voilà, elle est apparue. J'ai perdu un peu l'image d'elle, mais j'ai senti son contact. Elle m'a serré dans ses bras et elle a fait quelque chose de typique qu'elle faisait, qui est de me faire des petits, à moi comme à mon frère ou ma sœur d'ailleurs. Hein. Elle aimait bien, pour nous montrer qu'elle nous aimait, nous faire des petits bisous répétés sur les 2 joues. Plutôt qu'un gros bisou puissant, elle s'amusait à picorer en quelque sorte des bisous sur nos joues, même quand on était enfant d'ailleurs. Et elle avait perpétué ça quand on était beaucoup plus grand. Et je suis donc sorti complètement de cette torpeur en sentant encore sur ma joue les bisous qu'elle déposait. Et je me suis réveillé pleinement et j'ai dit à voix haute « Merci maman ». Parce que j'ai pensé qu'elle voulait me dire « Ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas, tu pouvais pas rester, je comprends très bien ». Et j'ai été donc très soulagé, mais c'est curieux parce que ce contact est arrivé beaucoup plus tard après son décès. Hein. Un peu comme si elle n'avait jamais réussi jusqu'ici à émettre quoi que ce soit comme message, ou alors peut-être qu'elle en avait émis, mais c'est moi qui n'étais pas suffisamment lucide pour les mémoriser ou pour m'en rendre compte pendant le cycle du sommeil.
Tous ces deux contacts avec des personnes défuntes, c'est d'abord parce qu'il y avait sans doute une très grande affection et une très grande complicité qui nous reliait, mais aussi ça ne s'est toujours produit que dans le cycle d'un sommeil ou d'une interruption de sommeil. Comme quoi c'est un état mental particulier fait d'abandon qui permet éventuellement d'être en contact plutôt que de vouloir contacter la personne. Et j'ajoute, je reviens là-dessus, et moi je n'ai rien demandé, ça s'est vraiment imposé à moi. Et c'est pour ça que je pense que ça n'est pas moi qui ai fait une sorte de rêve lucide. Parce que je ne pensais pas du tout à ma mère pendant ce rêve, elle n'était pas du tout présente dans le rêve, et elle est apparue en brisant le cours du rêve. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très étonnant. Mais voilà, en gros, ce sont mes 4 expériences les plus intenses que j'ai vécues, en tout cas jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous, Hervé. Merci beaucoup à vous. Merci de votre accueil. Et donc, je continuerai de regarder votre site qui me plaît beaucoup. Merci, au revoir.